Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ici pour les terminales en spécialité physique-chimie. Dans le thème numéro 2, mouvement et interaction, je vous propose une petite vidéo exercice dans laquelle tout simplement on va s'intéresser au mouvement d'un astre ou bien d'un objet au sein d'un champ de gravitation. Et ici donc on va voir comment on peut utiliser les lois de Newton afin de décrire un mouvement d'un objet qui est dans le champ de gravitation. Ok, let's go, c'est parti mon kiki. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause et essayer de réaliser tranquillement cet exercice. Il y a 4 petites questions. Donc voilà, faites-le tranquillement et ensuite tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors rapidement, on va les annoncer pour que vous puissiez bien comprendre la situation. Donc ici, on nous dit que le 29 octobre 2018, le satellite CFOSat de masse petit m a été mis en orbite circulaire autour de la Terre à une altitude de 519 km par le CNES et son homologue chinois, le CNSA, pour cartographier justement les vents et les vagues à la surface des océans. Alors, première question, donc il s'agit de schématiser la situation et de représenter la force de gravitation exercée par la Terre sur notre satellite. Alors déjà, première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est quoi qui tourne par rapport à quoi? Comme ça, on va très vite, et on voit que c'est notre satellite qui veut cartographier donc tout simplement les mers et océans. Donc du coup, ça veut dire que c'est notre satellite concrètement qui va tourner autour de la Terre. Ok. Donc déjà, quelque part, je place ma planète Terre et je place mon satellite. Première chose. Deuxième chose, ici, lisez bien énoncé parce que là, comme je l'avais dit dans la première vidéo du chapitre, j'avais dit que le mouvement de tout objet qui va tourner autour d'un autre, c'est une ellipse dont l'un des deux foyers, c'est tout simplement l'objet attracteur. Ok, voilà. Donc un objet lorsqu'il va tourner autour d'un objet attracteur, automatiquement ça fait une ellipse. Et l'un des deux foyers, c'est forcément l'objet attracteur. Là, faites gaffe. L'énoncé vous dit quoi? Il vous dit qu'en fait, c'est notre satellite est en orbite circulaire. Donc, ça veut dire que très concrètement, ne vous embêtez pas à tracer une ellipse au bac. On vous dit que l'orbite est circulaire. Donc, ça veut donc dire que tout simplement, vous tracez un cercle. Alors là, ici, c'est notre satellite qui tourne autour de la Terre. Donc, en fait, on va tracer le cercle de centre T et de rayon TS. Premièrement. Deuxième chose, ça, c'est plus pour vous aider dans la suite de l'exercice. En fait, la Terre, je ne vais pas la représenter comme un point, mais plutôt comme un cercle. Ok? Comme on peut le voir dans quelques secondes, en espérant que mon compas ne fasse pas n'importe quoi. Voilà. Donc, ça c'est ma planète Terre, ça c'est mon satellite, qui est juste là. Voilà. Donc, du coup, ça c'est une première chose que vous devez avoir en tête. Une fois que, tout simplement, j'ai la Terre, j'ai le satellite, et donc j'ai une orbite circulaire. Ok, ça c'est hyper important que vous la tracez, cette orbite. Pareil, au bac, là-dessus, je précise. Dans ce chapitre-là, je précise une chose. Quand vous aurez à tracer des orbites, ok, quand vous devrez schématiser une situation comme celle-ci, les ellipses, on est bien d'accord que on sait que c'est une forme un peu compliquée pour vous à tracer, parce que c'est une chose c'est une forme même que vous n'avez même pas vue en maths, ok. On n'a pas de cours en spécialité maths là-dessus. Donc du coup, par conséquent, on sait que c'est pas facile pour vous de tracer des ellipses. Donc si vous avez à faire une ellipse, à travailler autour d'une ellipse, souvent les données en annexe, ok. Ce sera pas à vous de la tracer, ou sinon vous n'aurez pas à la tracer dans tous les cas. Mais sinon, on reste à l'approximation des mouvements circulaires. Ok. Donc ici, ce que je vais faire, je vais représenter la force, exercée par la Terre sur mon satellite. Ici, donc, c'est la Terre qui va attirer donc mon satellite, donc la force de gravitation. Mais donc là, cette force de gravitation, tout simplement, elle est le point d'application de ces satellites. Et donc, elle va du satellite vers la Terre. Elle va du satellite vers la Terre parce que tout simplement, c'est la Terre qui va attirer mon satellite. Ok, et elle s'exerce bien évidemment sur le satellite, cette force. Deuxième chose que je vais vous faire. Alors ça, c'est des détails, mais des détails ultra importants pour la suite. Ok, on va en mettre deux. Donc tout d'abord, ici, pourquoi je vous ai fait faire un cercle pour la Terre? Parce qu'en fait, la Terre elle-même a un rayon qui se nomme RT. Ok, donc ça, vous avez le rayon de la Terre. Et en fait, vous savez quand vous voyez votre satellite dans le ciel, ok, comme par exemple le satellite CFOSat. Ici, le satellite, il est visible à quoi? Il est visible à une certaine hauteur h, ok? Mais en fait, c'est à une certaine hauteur h en plus du rayon de la Terre. Donc du coup, cette hauteur h, c'est tout simplement la distance que je trace en bleu ciel, ok? Voilà. Donc ça, c'est la hauteur h du satellite, ok? Donc c'est la hauteur que vous voyez au-dessus de la Terre, ok? Au-dessus de la surface de la Terre, ok?
qui elle-même est située à 6371 km du centre. Ok, voilà. Donc ça, c'est petit h. Deuxième chose ultra importante, c'est on va tout simplement tracer un... Donc deuxième chose importante, c'est bien d'avoir indiqué le sens du mouvement. Voilà. Donc ça, le sens du mouvement. Et troisième chose ultra importante, c'est qu'ici, on va introduire un repère de freinage. On va faire ça dès le départ. Comme ça, on s'embête pas. Donc, enfin, une base de freinage, donc un repère. Donc là, le repère, il a rapport au gène S, forcément, puisque c'est le système dont j'étudie le mouvement. Et donc, je vais tracer tranquillement mes deux vecteurs unitaires. Donc ici, UN, hein, qui part de S et qui est dirigé vers le centre. Et après, bah, UT, qui est tangentiel à la trajectoire, donc qui est perpendiculaire à UN, mais passant par le point S. Voilà, donc on le fait à peu près. Hein. Voilà, c'est juste pour bien faire les choses. Voilà, déjà, vous faites ça au bac, c'est nickel. Même sans brouillon, c'est nickel. Vous voyez tout de suite ce que vous voulez faire. Alors, deuxième question, bah, justement, c'est montrer que le mouvement du centre de masse du satellite CFO-SAT, et bah, il est uniforme. Ok. Donc, deuxième question, bah, pour y arriver, on va donc appliquer la deuxième loi de Newton. Ok. Bon, là, ce que je vous propose, c'est une démarche qui marche tout le temps. C'est-à-dire que même dans le chapitre précédent, vous vous souvenez, quand on a étudié les mouvements au sein d'un champ planetaire, j'aurais pu vous montrer cette démarche. Mais bon, après, c'est un peu répétitif, je vous avoue. Mais cette démarche, je l'avoue, elle marche tout le temps. Ok, c'est-à-dire, vous avez un exo de bac sur la mécanique, vous sortez ça à chaque question de mécanique, et bah, du coup, vous avez tous les points, en fait, au bac. Enfin, vous n'avez pas tous les points, mais je veux dire, vous sortez rien que ça, déjà, vous avez 0,25. Ok, et après, bah, si vous arrivez à bien faire toutes les questions, vous avez tous les points. Ok, donc, bah, 0,25 sur un exercice de 5, c'est pas mal quand même. Parce que, bah, il y a certaines questions, parfois, c'est 0,125 au bac. Donc, du coup, 0,25, c'est pas mauvais. Alors, du coup, la première chose qu'il faut faire dans un exo mécanique, c'est toujours indiquer système. Le système, bah, c'est tout bête, c'est de satellite. Donc, satellite, bon, on va mettre CFO SAT de masse petit m. Voilà, donc ça, c'est système. Ensuite, deuxième chose, le référentiel. Donc, le référentiel, bah, là, vous en avez trois à connaître en classe de terminale. Donc, référentiel, bah, vous avez soit le référentiel géocentrique, héliocentrique ou terrestre. Quelle est la différence entre ces trois référentiels? Le référentiel géocentrique, bah, ça va être consacré pour l'étude de tous les mouvements qui se passent autour de la Terre, mais lorsqu'on est en dehors de la Terre. Okay. Ça veut dire, genre, par exemple, je m'en vais dans l'espace, mais je tourne encore autour de la Terre. Et ben, dans ce cas-là, je vais tout simplement utiliser un référentiel géocentrique. Pour le référentiel héliocentrique, donc c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que cette fois-ci, et ben, tous les mouvements de tous les objets qui vont tourner autour du Soleil, et bah là, c'est les référentiels héliocentriques que je vais utiliser. Ok, Hélios pour soleil, d'ailleurs. Pour ceux qui sont un peu chauds là-dedans, là, sur l'origine des mots. Et après, donc, le référentiel terrestre, bah là, c'est quand, par exemple, là, je vous parle, et bah, je suis sur Terre, ou par exemple, là, je suis là, je lance mon stylo, et bah, à la surface de la Terre, tous les mouvements de tous les objets qui sont à la surface de la Terre, et bah là, le référentiel d'étude de ces mouvements-là, c'est les référentiels terrestres. Ok, donc ça, c'est les trois référentiels que vous devez connaître, et ils sont ultra importants parce que du coup, et bah, on va les considérer ici comme galiléens. Galiléens parce que tout simplement, ils vont permettre l'application du principe d'inertie et donc de la deuxième loi de Newton, ok, et des lois de Newton de façon générale. Donc là ici, bah, c'est quoi que j'étudie? Ces mouvements d'un satellite qui tourne autour de la Terre, ok. C'est-à-dire que là, je suis en dehors de la Terre déjà, et je vais tourner et je vais étudier tout simplement le mouvement d'un objet qui tourne autour de la Terre. Donc là, c'est référentiel géocentrique. Et alors là, s'il vous plaît, petite précision ultra importante. Référentiel géocentrique et vous mettez supposé galiléen. Ok. Voilà. Voilà. Parce que si vous mettez pas ça, et bah du coup, bac, c'est mort. Vous pouvez pas bien faire l'exercice. Donc référentiel. Et ensuite, donc, vous mettez bilan des forces. Alors, bilan des forces, bah là, c'est très simple. Vous mettez la force ou les forces qui vont s'appliquer sur le système. Donc là, bah du coup, la force qui va s'appliquer sur le système, donc sur le satellite, c'est la force exercée par la Terre sur celui-ci, qui est la force de gravitation. Donc sa force de gravitation exercée par le satellite, non, plutôt par la Terre, du coup, sur le satellite, d'ailleurs, oui, faites gaffe. Moi, je vais faire faute galiléen, c'est les deux L, ils sont pas collés, il y en a deux au total, ok. Donc du coup, bon, je vous le dis aussi comme ça, ça vous sert. Galiléen, non, on l'écrit comme ça.
sais pas pourquoi d'ailleurs, ça m'arrête de faire faute, mais voilà. Donc faites gaffe, Galilien, il n'y a pas 150 N. Voilà. Je vous dis ça parce que mon prof de physique chimie, l'autre jour, on me l'a dit. Et ça peut servir de savoir. Bon, donc je disais, pour le bilan des forces, donc on a la force de gravitation exercée par la Terre sur le satellite, et donc cette force, elle est attractive. La direction, bon, on peut dire c'est à droite TS, ok. Bon, je vais mettre TS, mais vous rédigez un peu plus, vous mettez suivant la droite TS. Et après, on peut mettre même norme. Donc F de T sur S, c'est égal à G fois masse de la Terre, donc grand M, fois la masse du satellite, F au sat, petit m du coup, divisé par la distance entre la Terre et le satellite. Alors là, on peut dire, soit vous mettez D au carré, mais à partir de mon schéma, on peut faire mieux. On peut dire que c'est la distance entre la Terre et le satellite, c'est le rayon de la Terre plus latitude. Ok. Donc, du coup, divisé par RT plus H, le tout au carré. Ok. Donc ça, c'est pas la norme. Et de là, vous embrayez sur la deuxième loi Newton. Ok. Parce que c'est la seule force qui est présente du coup. Donc, or, d'après la deuxième loi Newton, ou or, d'après le PFD. Donc, PFD, principe fondamental de la dynamique. On sait que somme des forces extérieures, c'est masse fois accélération du système. Ok. Or, de plus, on sait que somme des forces extérieures, c'est égal force donc exercée par la Terre sur satellite. Ce qui équivaut à dire que j'ai somme des forces extérieures qui est égale à m fois accélération. Ce qui est égal à g fois la masse de la Terre, grand M, fois petit m, masse du satellite, divisé par RT plus H, le tout au carré. Ok. Et là, comme on a un vecteur, faites gaffe, un vecteur égale un vecteur. Donc là, cette force-là, on va dire qu'elle c'est donc égal à G fois grand M fois petit m divisé par RT plus H suivant un vecteur unitaire UN. Ok. C'est pour ça que j'ai essayé de le faire le plus complet possible, ce schéma, même s'il ne demandait pas autant. Il demandait juste la force, mais je voulais vous faire le plus complet. Pourquoi ici? Je vous dis sur un vecteur unitaire UN, parce que tout simplement, la force est orientée du satellite vers la Terre, et vecteur unitaire UN est orienté également du satellite vers la Terre. Ok. Donc là, il est plus pratique de prendre ce vecteur unitaire UN afin de faire notre étude. Mais parfois, faites gaffe, pareil, il faut lire l'énoncé, là c'était pas précisé, mais parfois dans certains énoncés, ils vous demandent celui-ci comme vecteur unitaire. Ok, c'est déjà arrivé dans certains sujets. Donc là, pareil, il faut lire correctement. Bon, voilà, donc ça on y va. Masse fois accélération est égale grand G fois petit m fois grand M divisé par RT plus H tout. Suivant un vecteur unitaire UN. Pareil, comme en maths, vous voyez que vous multipliez à chaque fois par une quantité, donc on peut simplifier directement. La masse, elle est présente aux deux endroits, ok. Alors là, pareil, faites gaffe. La masse, petit m, que vous prenez pour la somme des forces extérieures, bien évidemment, c'est la masse du système, ok. Donc ici, c'est la masse du satellite. C'est pour ça que j'ai simplifié comme ça. Parce que là, j'ai la masse du satellite. Ici, j'ai la masse du satellite, petit m machin. Ok. Donc ainsi, j'ai l'accélération qui est égale à G fois grand M divisé par RT plus H, le tout au carré, suivant un vecteur unitaire UN. Ok. Maintenant, là, on a introduit notre fameux repère de Freinet. Donc ça, j'encadre. Voilà. Donc, or, dans le repère de Freinet. Donc, dans le repère de Freinet, vous expliquez lequel. Hein. Donc, dans le repère de Freinet, donc, il y a pour origine S, après vecteur unitaire UN, vecteur unitaire UT. On sait que l'accélération, par définition, c'est tout simplement V carré sur R. Donc, où R, c'est tout simplement égal à RT plus H, en fait. Suivant un vecteur unitaire UN, plus dérivée de la vitesse par rapport au temps. Alors, et ce, suivant un vecteur unitaire UT. Donc ça, c'est la définition. Alors que j'ai adapté un petit peu. Parce que du coup, on peut préciser. Donc on sait que c'est égal à ça. Ou petit r, c'est tout simplement RT plus H. Voilà. Donc ça, c'est en appliquant la définition dans notre cas concret. Ok. Parce que oui, en fait, le rayon de la trajectoire, donc qui est effectué par orbite, c'est équivalent à dire c'est le rayon de la Terre plus la hauteur.
plus attitude petit h. C'est pour ça que j'ai remplacé directement. Ainsi, par identification. Là, pareil, vous faites un peu comme vous voulez à cette étape-là, mais moi, je préfère faire comme ça. Bah, on en déduit la chose suivante. On déduit que dérivée de la vitesse par rapport au temps, bah, ça est égal à 0. Comme j'ai la dérivée de la vitesse par rapport au temps qui vaut 0, bah, si je veux revenir à la vitesse, je dois primitiver. Mais c'est quoi qui, quand je dérive, va me donner 0? Et bah, c'est nécessairement une constante. Donc, ça équivaut à dire que dans ce cas-là, la vitesse est égale à une constante. Voilà. Donc, on s'arrête là. On ne va pas plus loin. C'est exactement ce qu'il va aller démontrer. Ok. Donc, par identification, dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est constant. Et donc, la vitesse, c'est constante. Ok. Enfin, dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est constant. Et même, ça vaut 0. Exactement. Alors, ça, pareil, l'identification, il faut arriver à la faire rapidement. C'est vrai qu'en physique chimie, nous, on identifie assez vite. Mais en gros, vous avez, pour rappeler rapidement, ici, on a une accélération qui dépend. Donc là, c'est l'accélération. Ça dépend seulement du vecteur unitaire UN. Ok. Et là, pareil, dans l'expression d'accélération que j'ai par définition, et ben du coup, justement, une expression d'accélération qui dépend de deux choses. Ça dépend du vecteur unitaire UN et du vecteur unitaire UT. Or, bah, là, si je regarde bien, et ben j'ai rien en fonction du UT. Ça, cette expression d'accélération, bah, je peux l'écrire G fois grand M divisé par RT plus H, le tout carré sur un vecteur unitaire UN, plus tout simplement 0 fois UT. Ou le nombre 0, bah, ce sera équivalent à dire dérivée de V par rapport à T. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à identifier rapidement les choses. Voilà. C'est un petit passage un peu, voilà, que je voulais vous montrer, que vous voulez un petit peu commenter, que vous puissiez comprendre un peu mieux. Bon, maintenant, troisième question. Donc là, pareil, dans une copie de bac, vous pouvez mettre un peu plus, hein, vous dites que la vitesse est donc con. Vous mettez, effectivement, la vitesse est bien constante et ça passe bien. La troisième question, donner les caractéristiques du vecteur vitesse petit v de centre masse du satellite dans ce référentiel. Alors du coup là en fait on va finir la démonstration dans ce premier temps et ensuite j'en déduirai les caractéristiques du vecteur vitesse. Ok. Parce que là, du coup j'ai pas la valeur. Ok. Pour l'instant j'ai la direction a priori, je le sens et puis je le point d'application mais j'ai pas la norme. Ok. Donc pour avoir la norme on va donc tout simplement finir la démo. Ok. Donc on va dire d'après la question 2, on sait que V, enfin on sait plutôt que accélération est égale à tout simplement la chose suivante, G fois grand M divisé par RT plus H, le tout au carré suivant un vecteur unitaire UN. Et dérivée de la vitesse par rapport au temps, on a vu que ça fait 0. Ainsi, bah, j'ai une accélération qui dépend seulement du vecteur unitaire UN. Donc ainsi, on en déduit la chose suivante. Comme du coup, et bah, cette quantité-là vaut 0, et bah, ces deux quantités-là sont équivalentes à des accélérations. Ok. Ces deux quantités-là, c'est des accélérations, elles sont donc identiques. Ok. Parce que j'ai une accélération en fonction du vecteur UN, et là, pareil, une accélération en fonction du vecteur UN. Donc ainsi, j'en déduis que j'ai V carré sur RT plus H égale donc G fois grand M divisé par RT plus H, le tout au carré. Ok, alors ça suivant un vecteur UN, et ça suivant un vecteur UN. Bon, on va simplifier par un vecteur UN, puisque j'ai exactement la même quantité. Hein. Ça fonctionne pareil pour le coup. Donc V carré sur R divisé par RT plus H égale G fois M divisé par RT plus H au carré. Moi, j'ai l'expression de V. Donc tout d'abord, je vais dire que V carré, c'est donc égal à G fois M divisé par RT plus H. Ok. Alors là, pareil, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à ça au dénominateur? Bah, c'est très simple, j'ai multiplié au demande par RT plus H. Voilà. Et donc là, en multipliant par RT plus H, j'obtiens V carré. Et là, bah, en multipliant par RT plus H, là, j'ai une simplification également. Ok. J'ai un RT plus H qui saute. Ok, au dénominateur. Et donc, j'obtiens ceci. Donc là, il me reste en fait RT plus H. Voilà. Bon. Après, bon, moi, je veux pas V carré, je veux V. Donc là, bah, j'ai que c'est égal à racine carrée de tout ce qu'il y a. Alors ça, pareil, c'est comme l'année dernière, hein, ceux qui m'ont suivi. Ne vous embêtez pas, vous avez un carré en physique.
vous voulez le nombre tout court, vous prenez sa racine carrée, ok? Et vous prenez sa racine positive, parce que dans tous les cas, en physique, vous ne pourrez pas avoir de mesure négative, ok? De n'importe quelle grandeur, a priori. Enfin, en tout cas, de la plupart des grandeurs dont vous travaillez. Donc, ça fait G fois grand M divisé par RT plus H. Et c'est fini le travail. Donc, de là, on indique les caractéristiques du vecteur vitesse. Donc, caractéristiques de V. Donc, tout d'abord, le point d'application. Donc, ça, c'est petit s, ok? Donc, c'est le satellite. Ensuite, la direction. Donc, la direction tangente à la trajectoire. Pareil, en fait, c'est des questions qu'on pourrait poser en seconde. Hein. Là, les caractéristiques d'un vecteur vitesse. Donc, vous devez bien les connaître. Ensuite, le sens. C'est celui du mouvement, toujours. Pour une vitesse, vous ne posez jamais la question. Quand vous voulez un vecteur vitesse, son sens, c'est toujours celui du mouvement. Là, on peut commencer à se poser des questions. C'est pour les forces ou éventuellement pour les accélérations et variations de vitesse. Mais pour une vitesse, ne vous posez jamais la question. Le sens, c'est toujours celui du mouvement. Ok, la vitesse va toujours orienter dans le sens du mouvement. Ok, sinon ça n'a pas de sens. Et après, la norme. Du coup, la norme, j'ai calculé. Enfin, je l'ai. Donc, c'est V qui est égal à G par grand M divisé par RT plus H. Alors, est-ce qu'on peut même faire un petit calcul? Donc, j'ai grand M, donc ici, ça masse à terre. Et après, j'ai RT plus H, ouais, nickel. Donc, on a toutes les données, on peut même faire le calcul. Donc, ça fait racine carrée de 6,67, 10 puissance moins 11, fois la masse à terre, donc 5,97. Là, donc même, on va donner directement à deux chiffres. Donc, c'est 6,010 puissance 24. Divisé par, donc kilogramme, divisé par rayon de la Terre. Alors, rayon de la Terre, attention, il y a un petit piège, c'est 6,4 10 puissance 3 km. Moi, je le veux en mètres, donc il suffit de multiplier par 10 puissance 3 à nouveau. Donc, ça fait 6,4 10 puissance 6, plus, donc la hauteur, petite h, donc 519 km. Pareil, moi, je veux ça en mètres, donc je multiplie par 10 puissance 3. Voilà. Et donc là, je laisse comme ça. Je fais dessus mon calcul et je trouve la valeur de la vitesse. Et donc, quand on effectue le calcul, donc là, on va arrondir à deux chiffres significatifs. On trouve 7,6 10 puissance 3. Donc là, on en mètres par seconde. Donc, ça reste quand même très élevé. Alors ça, pareil, cet ordre de grandeur, et c'est proche aussi d'un ordre de grandeur assez connu. C'est que la plupart du temps, les satellites, quand ils tournent autour de la Terre, on est autour de 10 km par seconde. Donc là, à peu près. Donc là, 7,6 10 puissance 3 mètres par seconde. Ça fait 7,6 km par seconde. Donc, c'est à peu près dans cet ordre de grandeur-là. Donc, ça, c'est nickel. Voilà. Alors, du coup, maintenant, on a déterminé les caractéristiques de notre vecteur vitesse. On va donc répondre à la quatrième question. On va déterminer la période de révolution du satellite. Donc, là, pareil, on va tout simplement réutiliser une formule de seconde. Ok. Vous vous souvenez qu'une vitesse, par définition, ce n'est rien de plus qu'une distance divisée par un temps. Et ça, pourquoi on peut utiliser cette formule-là? C'est parce que ici, on a un mouvement qui est uniforme. Donc, en fait, faire un calcul de vitesse moyenne sur un mouvement uniforme, ça fait un sens. Ok? Parce que comme le mouvement est uniforme, il n'y aura pas de variation de vitesse. Ok? On va toujours rester à la même vitesse. Donc, on va toujours parcourir la même distance. Et ce, sur la même durée de temps. Ok? Donc là, c'est tout à fait possible. Donc, on va mettre ce qu'on cherche. Donc, on cherche T. Donc, ça, c'est la durée de... C'est la période de révolution du satellite. On met ce que nous avons. Donc là, ce colon-là, il va tout simplement la vitesse du satellite, 7,6 10 puissance 3 mètres par seconde. Et après, du coup, la distance parcourue. Alors, la distance parcourue, et là, il faut faire un petit calcul. Ok, faire un petit calcul, puisqu'ici, la distance parcourue par votre satellite, si je reprends mon schéma, établi à la question numéro 1, ce n'est rien plus qu'un cercle. Ok, c'est un cercle dont le rayon, c'est RT plus H. Voilà, c'est le périmètre d'un cercle dont le rayon c'est RT plus H. Donc je calcule tranquillement le périmètre de ce cercle-là. Et ensuite, comme ça, j'ai la distance parcourue. Ok. Donc j'ai D qui est égal donc à la chose suivante. Hein. Donc c'est RT plus H fois 2 fois pi. Donc c'est 2 RT plus H pi. Voilà. Alors ça, pareil. Du coup, je laisse comme ça. Ah oui, non, on peut quand même faire le calcul. Ça fait 2 fois, alors RT plus H. Donc ça, c'est le littéral. Et si et donc après, on va remplacer dans l'énonce. Et après, tout simplement, on peut mettre RT
je connais. RT, c'est 6,4. Donc rayon de la Terre, 6,4 10 puissance 3 km. Donc 6,4 10 puissance 6 mètres. H, c'est la hauteur du satellite, donc 519 km. C'est donc 519 fois 10 puissance 3 mètres. Voilà. Et après, quand je vais faire mon calcul, je vais remplacer tout simplement ceci par les valeurs données. Ok? Et ce dans les bonnes unités. Donc on y va. On y va. Or, on peut dire le mouvement étant uniforme, on peut donc dire, on a donc la vitesse v qui est égale à une distance divisée par un temps, où la durée de temps écoulée sera égale à la période. Ok, donc si je veux la durée de temps, donc ici qui est égale à la période, et dans ce cas je dirais que grand T c'est égal à la distance divisée par la vitesse. Après, tranquillement, je vais bidouiller. La distance, on a dit, c'est 2 fois RT plus H fois pi sur la vitesse. Ok, donc la vitesse, et du coup, pour l'instant, je vais laisser V comme ça, parce que j'ai déjà sa valeur. Et après, je dirais que T, c'est égal à quoi? Donc, c'est 2 fois rayon de la Terre. Donc, rayon de la Terre, c'est 6,4 10 puissance 6 mètres, plus la hauteur, 519 10 puissance 3 mètres, fois pi, divisé par la vitesse trouvée, donc 7,6 10 puissance 3 mètres par seconde. J'effectue tranquillement ce calcul et donc j'ai la période de révolution exprimée en secondes. Donc du coup c'était la période de révolution est la suivante. Ça fait donc là je vais rendre le résultat à 2 chiffres significatifs, ça fait 5,7 10 puissance 3 secondes. Bon, ça ne part pas trop comme ça. Donc là je vais peut-être vous le mettre en minutes. Comme dans minutes, vous savez qu'il y a 60 secondes, et je vais tout simplement diviser cette durée par 60. Ok? Et comme ça, j'aurai le nombre de minutes que ça fait. Donc là, quand je convertis ça en minutes, je trouve que ça fait 9,5 10 puissance 1 minute. Donc ça fait environ 95 minutes. Et donc ça, on peut convertir rapidement. C'est donc 1 heure 35 minutes. Voilà, donc ça, c'est la période de révolution. Donc, voilà. Alors ça, pareil, c'est des conversions, il faut savoir faire vite en terminale, ces conversions. Par exemple, les 95 minutes en heure, ça, c'est des conversions, je pense, en terminale, il faut savoir les faire quand même. Ok? 95 minutes, pour ceux qui ont un peu de mal. Donc, la 1,5 10 puissance 5 minutes. Si vous avez un peu mal encore à le faire, vous pourrez revoir la vidéo que j'ai faite en secondes à ce sujet-là. Mais, comment convertir ça rapidement? Et on dit c'est 60 minutes, plus 35 minutes. 60 minutes, il se trouve que ça fait 1 heure. Plus 35 minutes. Voilà, donc ça c'est le genre de conversion qu'il faut faire très vite en terminale maintenant. J'espère que vous y arrivez assez facilement. Pour ceux qui ont un peu de mal, voilà. Vous pouvez encore rester sur cette notation-là qui est déjà pas mal. Ok, 1h35 minutes, c'est bien aussi. Ok, alors nous en terminale, on va même préférer une chose. Voilà, 1h35 c'est bien quand vous êtes en seconde, mais ça respecte pas le nombre de chiffres significatifs. Donc on dira c'est 1 heure plus, 35 60 sur 60. Donc on dira, nous on va plutôt préférer dire que c'est 1 plus 7 douzièmes d'heure. Et donc 7 douzièmes, ça fait tout simplement, on va en dire ça à un seul chiffre significatif. Donc ça fait 1,6 heure. Voilà. Puisque ça fait 0,6 heure. Et 7 douzièmes d'heure. Bon, voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et voir cette fois en mathématiques et en sciences.